Toute action militaire, toute option militaire est aujourd'hui sur la table, y compris aussi pour les Français. Ce qui concerne donc les signataires européens, je parle des Occidentaux. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine dissuasion de la part des Occidentaux concernant l'Iran. Nous nous penchons aujourd'hui sur la position française et éventuellement celle de l'Union européenne face au danger nucléaire iranien. Pour en parler en ligne avec nous à Jérusalem, Freddy Eitan. Freddy, bonjour. Bonjour. Freddy, vous êtes un diplomate israélien expérimenté, plusieurs fois en poste en Europe et ex-ambassadeur d'Israël en Mauritanie. Et actuellement, vous êtes directeur du CAPE, le Centre des affaires politiques et de l'État, au sein du think tank qui s'appelle le JCPA, le Jerusalem Center of Public Affairs. Et puis, vous êtes aussi, j'allais dire surtout, l'auteur de nombreux livres sur Israël, ses défis et ses grandes figures politiques. Alors qu'en Israël, les leaders politiques et les décideurs de l'establishment de défense ont les yeux fixés sur Washington pour savoir ce que va décider le nouveau président démocrate Joe Biden concernant les modalités d'un éventuel retour des États-Unis au sein de l'accord de Vienne, dont je rappelle qu'il était passé en juillet 2015 entre l'Iran et les grandes puissances mondiales. On l'appelle en anglais le JCPOA, cet accord. Eh bien, un accord qui a été dénoncé, on s'en souvient, en mai 2018 par le président Trump. Il semble y avoir du nouveau à Paris. Effectivement, le président français Emmanuel Macron a suggéré pour la première fois, voilà quelques jours, que si de nouvelles négociations s'engageaient avec l'Iran, elles devraient inclure l'Arabie saoudite. En fait, sans mentionner expressément Israël, Macron a ajouté, je cite, « Il reste très peu de temps pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et il convient de ne pas répéter l'erreur qui avait été commise dans le cadre de l'accord de Vienne, lequel n'avait pas associé les puissances régionales. » Fin de citation. Une déclaration de Macron qui fait suite à un communiqué publié en commun le 16 janvier dernier par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont exprimé ensemble leur profonde inquiétude face à l'annonce faite par l'Iran que ce pays s'apprêtait à lancer sa production d'uranium métal, laquelle n'est d'aucune utilité pour le nucléaire civil et a de graves implications militaires, tout en violant l'un des engagements de l'Iran énumérés dans ce fameux traité de Vienne. Alors Freddy, pouvez-vous nous résumer, pour commencer, ce qu'est actuellement la position française sur ce délicat dossier du nucléaire iranien qui repose en principe sur une série d'axes. Alors, quelle est la position française en fait ? Écoutez, il faut dire que dans une perspective historique et dans un contexte régional, il faut dire que la France est vraiment préoccupée par la prolifération nucléaire et estime que la sécurité de l'État d'Israël doit être absolument assurée. Elle considère aussi que la prolifération des armes nucléaires et des armes non conventionnelles comme chimiques est l'une des menaces qui sont les plus graves et à la sécurité et à la paix mondiale. Donc c'est dans ce contexte général que la France qui a agi d'ailleurs dans plusieurs conflits. Je vous rappelle Kadhafi aussi voulait une arme nucléaire. La France a réussi à démanteler avec la Grande-Bretagne à l'époque. Et puis, il y a eu effectivement les armes chimiques en Syrie durant le déclenchement donc de la guerre civile en Syrie que la France a voulu effectivement démanteler. Cela dit, en ce qui nous concerne, il faut dire que le président Macron a tenté à plusieurs reprises, après le retrait donc des Américains par le président Trump et le retrait donc de cet accord que vous venez de mentionner, c'est-à-dire d'essayer de revenir sur l'accord, mais avoir ce que la France prétend, c'est-à-dire un accord robuste, viable, et aussi il ne faut pas que ce soit un accord que les inspecteurs, par exemple, ne pourront pas arriver donc sur le terrain, contrôler la situation dans n'importe quel moment et dans le cadre des sites nucléaires, puisque je vous le rappelle qu'il y a plusieurs sites, donc agir d'une manière assez sage et assez robuste. Et donc, dans ce contexte-là, après le retrait américain, la France décide de renouveler donc ses efforts pour accorder donc à l'Iran, d'une part, la levée des sanctions, à condition
de respecter l'accord. Alors, outre ce que vous venez de rappeler qui est essentiel dans la position française, c'est la crainte qu'une course aux armements nucléaires et non conventionnels s'accélère au Moyen-Orient et dans le monde entier. Vous avez cité la Libye, mais il y a des gens qui sont déjà candidats, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Alors, outre ce refus d'une prolifération, en ce qui concerne spécifiquement l'Iran, la position française s'arc-boute sur deux axes, il me semble, deux principes. D'abord, oui au développement d'un programme civil iranien, mais non à l'acquisition par Téhéran de l'arme nucléaire. Et comment ça peut, disons, se concrétiser, cette position qui théoriquement se défend? Écoutez, je vous rappelle que la France, à l'époque, avait fourni une centrale nucléaire à Bagdad, à Saddam Hussein, et qu'Israël, en 1981, en juin 1981, a détruit. La France prétendait à l'époque que Saddam Hussein s'acheminait vers une centrale nucléaire électrique, donc à des fins civiles et non pas à des fins militaires. Mais comme vous le savez, nous avons eu des renseignements très précis concernant donc les intentions de Saddam Hussein et surtout les intentions de Saddam Hussein, on l'a vu pendant la guerre du Golfe où il a lancé aussi des Scud et il pouvait aussi lancer des missiles, donc des Scud avec des ogives chimiques ou plus tard peut-être un jour nucléaires. Donc cette affaire-là de Saddam Hussein avait pour la France était une mauvaise épreuve et donc on a appris sur cette situation qu'il faudrait avoir un accord assez robuste. Et dans ce sens-là, la France aussi veut avoir des garanties, non seulement sur le problème nucléaire, c'est-à-dire une centrale nucléaire, mais aussi sur ce qu'on appelle les fusées balistiques et de croisière, pour ne pas équiper donc ces fusées d'ogives nucléaires ou chimiques. C'est un aspect dans le nouvel accord qui se profile actuellement, parce qu'on n'a pas le choix. Comme vous le savez, la position américaine est aujourd'hui claire. On ne lèvera pas, bien sûr, les sanctions, mais on est prêt à négocier une nouvelle fois avec l'Iran un nouvel accord. D'accord, mais alors, pour préciser justement, parce que cette position américaine date d'hier, il semble aussi que les Américains ont dit qu'effectivement, ils ne lèveraient pas les sanctions avant l'interruption par l'Iran de sa production accélérée de plutonium et d'uranium métal aussi. Alors, en ce qui concerne pas seulement la France, mais l'Europe, puisque la France agit aussi dans un contexte européen, je le citais tout à l'heure, la prise de position justement à l'armée des trois grands pays européens contre la reprise de ce programme d'uranium enrichi. Il semble qu'à l'heure où le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, comme il s'appelle, a demandé à l'Union européenne de jouer les médiateurs entre Washington et Téhéran afin justement, a-t-il dit, de sauver l'accord de Vienne. Il semble que la position des hauts responsables de l'Union européenne soit bien plus conciliante avec l'Iran, notamment en vue de pouvoir faire lever ces fameuses sanctions imposées au régime des Mollahs. Paris n'est pas en phase complète avec Bruxelles. Tout à fait. Il faut d'ailleurs faire la différence entre les fonctionnaires à Bruxelles, dont donc le haut représentant, qu'on peut dire le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui est connu d'ailleurs pour ses positions non seulement concernant l'Iran, mais concernant aussi le problème palestinien. Il faut faire la différence entre ces fonctionnaires-là et les dirigeants qui ont été élus au suffrage universel. Et donc, il y a un contact permanent aujourd'hui entre Merkel, chancelière allemande, entre Boris Johnson, le Britannique, bien qu'il ait sorti de l'Europe, de l'Union européenne, mais il continue à suivre en coordination avec Madame Merkel et aussi, évidemment, le président Macron, donc d'avoir une position ferme concernant l'Iran, vous l'avez mentionné, concernant donc la production donc d'uranium et métal. Donc dans ce contexte-là, il faut savoir que les fonctionnaires européens, et on le voit sur le problème palestinien, sont très actifs. Et Borrell va probablement se rendre très prochainement à Téhéran pour essayer d'être l'intermédiaire entre les Américains et
et Téhéran, mais d'autre part représenter donc les Européens. Et là, il y a une situation où Israël est exclu dans cette affaire-là. Et je vous rappelle qu'Israël, à l'époque d'Obama, n'a pas été consulté, comme d'ailleurs l'Arabie saoudite. Et si Macron, vous l'avez mentionné tout à l'heure, veut avoir des consultations, et surtout Biden a répété une nouvelle fois ces jours-ci en disant d'abord nous devons consulter nos partenaires et nos alliés, c'est-à-dire Israël, il est important qu'Israël aussi donne son accord et apporte des renseignements, des informations très précises sur les intentions belliqueuses et réelles de l'Iran. Alors, et dans ce contexte-là, Israël, d'ailleurs même les Européens et même les Américains, veulent non seulement avoir un accord sur le nucléaire, mais ils veulent avoir un accord cadre plus élargi qui concernait par exemple les droits de l'homme en Iran, qui concernait la liberté de la presse, qui concernerait aussi les missiles balistiques et aussi concernant les opposants, c'est-à-dire la libération de plusieurs opposants qui sont détenus en prison. Donc il y a tout un contexte général qu'on doit négocier donc avec les ayatollahs. Oui, autant de dossiers que vous venez de citer qui n'ont pas du tout été pris en compte par l'accord de Vienne, ce qui faisait sa faiblesse et justifiait certaines critiques qui avaient été énoncées à son égard. Alors vous citiez Borrell, on pourrait dire entre guillemets le ministre des Affaires étrangères, fonctionnaire de l'Union européenne. Il était il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, à Moscou et il a sans doute dû discuter du projet, enfin de la négociation avec les Iraniens, puisque ça intéresse aussi les Russes. Est-ce que vous pensez que s'il arrive à Téhéran, justement, on peut le prévoir, pour ouvrir une négociation, les préliminaires d'une négociation avec l'Iran, vous pensez que Borrell peut être mandaté par les Français, les Britanniques et comment dirais-je, les Allemands sans doute, puisque les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays-là forment ce qu'on appelle le groupe de Munich, entre guillemets. Mais surtout, est-ce que vous pensez que dans cette démarche, il pourra être d'une certaine manière mandaté par Joe Biden pour un contact avec l'Iran ? Je n'y crois pas. Écoutez, d'abord parce que Borrell représente, c'est vrai, l'Europe, les 27 pays de l'Union européenne, mais vous savez très bien que sur le plan politique, il y a des divergences profondes en ce qu'on appelle l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Donc il y a une différence entre les opinions concernant aussi l'Iran, pas seulement concernant le problème palestinien et l'immigration, par exemple. Mais il faut dire que au sein même de l'Europe, comme vous l'avez mentionné, il s'agit surtout des dirigeants européens. Et Macron, je crois, sera le pionnier dans cette affaire. Je vous rappelle que Macron, comme vous le savez, il y a eu ce fameux G7 à Biarritz l'année dernière où il a tenté, donc il a amené Mohamed Zarif, chef de la diplomatie iranienne à Biarritz, pour négocier, donc imposer même aux Européens et au G7 donc d'avoir un accord. Et je crois que Macron va dans cette direction, c'est-à-dire ils ne se contenteront pas donc de Borrell, ce que va apporter Borrell. Borrell est mandataire peut-être pour la médiation, mais il n'est pas capable de négocier sur le fond, sur les clauses, donc d'une manière concrète. D'accord. Alors malgré cette apparente fermeté de la France, apparente ou pas apparente, on va le vérifier dans les jours et les semaines qui viennent, eh bien la France continue-t-elle, selon vous, toujours d'exclure à ce stade, bien sûr, toute intervention militaire contre l'Iran? Et alors, question double, quelles sont donc les options militaires qui demeurent viables de la part, en tout cas, d'Israël et des États-Unis face à l'Iran, quoi que fasse l'Europe ou la France? Écoutez, toute action militaire, toute option militaire est aujourd'hui sur la table, y compris aussi pour les Français. C'est-à-dire pour tous ceux qui concernent donc les signataires européens, je parle des Occidentaux. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine dissuasion de la part des Occidentaux concernant l'Iran. Parce que je vous rappelle qu'il s'agit là d'un pacte, et surtout avec Biden, puisque Biden
est un atlantiste. Anthony Blinken aussi veut un rapprochement avec l'Europe. Donc, il y aura une coordination. Et je vous rappelle cet entretien qu'a eu Joe Biden avec Macron concernant la coordination entre la France et les Américains concernant l'Iran et d'autres sujets, comme par exemple le Liban avec le Hezbollah. Comme vous savez, il y a une crise à la fois économique et gouvernementale au Liban. Donc, dans ce contexte-là, et je crois que dans ce contexte-là, les Français suivront une ligne assez dure et ferme des Américains. Mais d'autre part, il est clair que les Français et les pays européens s'opposeront à toute éventualité donc militaire. Mais là, dans ce cadre-là, si personne ne réagit, si l'Iran galope même vers une bombe atomique, Israël ne peut pas se croiser les bras et Israël devrait, et c'est pour ça que le chef d'état-major, effectivement, Kochavi, a lancé cet appel en disant que si l'Iran s'achemine vers cela, il a demandé à Tzahal de préparer donc des options et des plans opérationnels. D'autant que d'après Blinken lui-même et les Américains et les renseignements américains, il semblerait que le temps soit compté et qu'on parle de plusieurs semaines ou quelques mois, 2-3 mois maximum. Il y a d'ailleurs des divergences en Israël. On a un peu repoussé l'échéance peut-être pour des raisons diplomatiques, mais tout le monde sait que c'est un but imminent que l'Iran est en train de pouvoir atteindre. Alors, dernière question, puisqu'il nous reste 3 minutes. Essayons de faire une autre projection stratégique plus large encore concernant l'éventuelle signature d'un pacte militaire bilatéral entre Israël et les États-Unis, un pacte bilatéral de défense dont il avait été beaucoup question sous l'administration Trump. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un tel traité, dans un contexte justement aussi épineux, sophistiqué et alambiqué, je dirais même, que le dossier iranien, risquerait fort, malgré les avantages d'un tel pacte de défense, de limiter la marge de manœuvre stratégique et militaire de l'État hébreu de Tzahal face à un ennemi aussi spécial que l'Iran? Écoutez, on a signé avec les Américains déjà en septembre 1975, juste après la guerre de Kippour, un mémorandum d'accord qui renforce donc les relations bilatérales et stratégiques. Maintenant, ce pacte, évidemment, nous dépendons des Américains, comme vous le savez. Il y a un accord et un accord aussi, une aide américaine échelonnée sur plusieurs années de 10 milliards de dollars. Et une partie déjà a été approuvée hier par le gouvernement israélien pour acquérir donc des armes pour l'aviation israélienne. Donc, dans ce contexte-là, je crois que un pacte, s'il y a certaines clauses qui pourront ne pas lier les mains et avoir les mains libres concernant, par exemple, si on doit attaquer certains sites ou des acheminements donc d'armes du Hezbollah, d'Iran au Hezbollah à Damas, on aura les mains libres d'attaquer. On n'a pas besoin l'aval ou la permission donc des Américains. Ça va de soi. Donc, il faut trouver un consensus et je crois que dans ce contexte qui est très important avec les Américains, nous pouvons avoir un pacte assez solide, assez viable et pourrait éventuellement donner à Israël une force de dissuasion que l'Iran ou le Hezbollah ou même le Hamas éviterait d'attaquer Israël, soit par des missiles, soit par le terrorisme. Alors, juste quelques mots, simplement, il nous reste 1 minute, sur ce qui pourrait en fait justifier la fermeté iranienne. On l'a évoqué dans une autre interview des précédentes semaines, c'est le fait que la Chine et l'Iran ont passé un accord cadre, justement militaire et de défense considérable, portant sur plusieurs milliards de dollars et sur une échéance de 10 ans, voire 20 ans. Est-ce que justement l'Iran ne nargue pas la communauté internationale et les Occidentaux parce que Téhéran a désormais derrière lui la Chine pour l'aider? Non, la Chine, je crois, s'occupe surtout et est préoccupée par des questions économiques, sociales et des infrastructures. C'est elle qui est implantée en Afrique. Les routes de la soie, en l'occurrence. Oui, exactement. Donc, je ne crois pas que la Chine interviendrait ou enverrait. Elle n'a pas non plus, comme les Américains, une 6e flotte en Méditerranée.
Donc, je ne crois pas que la Chine va intervenir militairement. Mais évidemment, c'est un atout considérable. Et je vous rappelle que la Chine a besoin aussi du pétrole iranien. Eh bien, merci Freddy Ethan pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir écoutés. Bonne santé à tout le monde et à bientôt.